Sans plus tarder, je vais essayer de présenter la dernière table qui consiste à des présentations de travaux de recherche. Parce que je crois qu'au début de la journée, nous avons brossé un tableau assez négatif du parcours de l'étudiant comorien en France. Et nous voudrions justement à travers cette table de montrer que malgré toutes les difficultés auxquelles les étudiants comoriens sont confrontés, nous avons quand même des étudiants qui réussissent et qui arrivent à poursuivre des études longues. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous tenons justement à vous présenter cette table pour vous montrer qu'il y a des étudiants qui réussissent dans plusieurs domaines. Et donc, j'ai à ma droite Monsieur Mladiao Alanfaf, qui est docteur en énergétique, qui va essayer de nous faire la présentation de son projet de thèse. Il a déjà soutenu sa thèse. Il est docteur en physique dans le domaine de l'énergétique, que je vous invite à l'applaudir en fait, s'il vous plaît. Et juste après, j'ai Monsieur Nasser Ali Djambaye, qui est doctorant en droit de la santé, et il traite le sujet sur les droits des patients et les devoirs du médecin, et il travaille sur le cas de Mayotte. Quelles sont les obligations des médecins sur la notion de secret médical, si je ne me trompe pas. En tout cas, il va nous développer la thématique du droit de la santé en s'appuyant justement sur le cas de Mayotte. Et puis, je vous invite aussi à l'applaudir, effectivement. Merci. Et puis, j'ai Monsieur Johar, qui est docteur en linguistique, qui a travaillé sur la langue comorienne. Il a soutenu sa thèse il y a plus d'une année, qui va aussi essayer de nous faire la présentation de sa thèse et de nous montrer quelles sont les thématiques qu'il a développées au cours de ses recherches. Je vous invite aussi à l'applaudir, s'il vous plaît. Et en dernière position, j'ai Monsieur Moustakim, qui est aussi doctorant en archéologie, qui va essayer aussi de nous parler un peu de ces thématiques de recherche et de nous montrer ce qu'il est en train de faire et les résultats auxquels il s'attend à nous offrir. Mais sans plus tarder, je voudrais peut-être essayer très rapidement de survoler un sujet qui me semble important avant de donner la parole aux intervenants et en attendant que tout se mette en place. C'était juste de montrer un peu le parcours pour arriver au stade de la recherche. C'est d'expliquer très vite, parce que je suppose que peut-être il y a des étudiants ici qui ont plein d'ambition et qui veulent poursuivre leur thèse. Donc, pour s'inscrire en thèse, il suffit juste d'arriver au niveau Master 2. On ne va pas aller trop loin. Il faut arriver au niveau Master 2. Il faut avoir la confiance d'un directeur de thèse. Il faut déterminer un sujet de thèse. Et puis, je vais dire que l'idéal, ça serait en tout cas d'avoir un financement. Mais je pense que même si on n'a pas le financement et qu'on a la confiance de son directeur de thèse et qu'on a un sujet pertinent, on peut bel et bien s'inscrire en thèse et commencer ses recherches. Et je crois qu'au Comores, nous avons besoin de ces chercheurs qui sont des producteurs d'idées, si je puis dire, des producteurs de théories qui vont permettre en tout cas de développer plusieurs pans, en tout cas de la vie politique et de la vie sociale aux Comores. Et donc, sans pour autant trop monopoliser la parole, je vais d'abord commencer par les sciences dures, c'est-à-dire nous donner la parole à notre docteur en énergétique, Monsieur Mladiao Alanfaf. Merci, Monsieur Mladiao. Merci beaucoup. Ok. Qui a déjà lu le... Bonjour déjà. Bonsoir plutôt. Qui a déjà lu la thèse de Barack Obama? Personne. Voilà. Donc, j'ai 10 minutes. Vous avez 10 minutes. On m'avait dit 30 minutes. Bon. C'est pas grave. Je vais aller un peu plus vite. Donc, en moyenne, une thèse est lue par une dizaine de personnes dans le monde. Donc, moi, j'ai eu la chance, j'avais eu 9 membres de jury, donc plus l'étudiant qui va prendre le relais. Donc, j'ai au moins 10 personnes qui vont lire ma thèse. Bref, c'est pour vous dire que l'importance de la thèse, c'est pas vraiment... Bon, je dirais les travaux sont importants, mais on n'aboutit pas directement sur une chose plus concrète. C'est-à-dire, c'est une suite de travaux qui peuvent durer jusqu'à 20 ans ou même plus. Ce que vous entendez d'Einstein, ça a commencé depuis des années, ça a pris plus de 30 ans avant d'avoir le résultat qu'on commente maintenant. Donc, voilà, je vais vous parler vite fait, parce que là, j'ai juste 10 minutes. Donc, je vais vous parler vite fait de ma thèse, d'une manière vulgarisée pour que tout le monde puisse comprendre. Je ne vais pas vous ennuyer avec des X et des Y. Et après, je vais vous présenter la thèse comme un projet. Et pour ceux qui veulent se lancer, je vais donner
des brefs conseils de ma part par rapport à mon expérience à moi sur ce qu'on doit savoir ou on doit faire avant de se lancer. Voilà. Donc, ma thèse, le nom, c'est quoi? C'est contribution à la modélisation et à l'optimisation de systèmes énergétiques multi-sources, multi-charges. C'est kilométrique, hein, comme mon nom. J'espère que ma vie sera pareille, ça sera kilométrique. Bon, voilà. Donc, contribution, on voit contribution à la modélisation. Modélisation, c'est comme maintenant vous construisez une maison. À la base, vous cherchez un architecte, il vous donne une sorte de modèle et vous validez. Si maintenant, il vient, il vous donne un modèle de maison, par exemple, à étage, et il vous dit qu'il n'y aura pas de, comment on dit, je sais pas comment ça s'appelle, des supports, vous allez refuser parce que automatiquement, vous l'avez validé en le comparant avec le voisin. Donc voilà, donc la modélisation, ça sert à ça, c'est qu'on modélise par exemple sur ordinateur ou avec des logiciels ou je sais pas, avec des calculs mathématiques. Et après, on le compare soit avec un autre modèle qui a été déjà fait et qui a été déjà expérimenté, que ça a marché. À ce moment-là, on peut dire que notre modèle est robuste et après on le lance sur le terrain. Sinon, si on le lance directement, on risque de perdre des ressources en argent, ressources humaines et d'autres ressources. Donc, multisource, c'est que dans ma thèse, j'ai choisi comme source d'énergie l'éolienne et le photovoltaïque. Multicharge, ça peut être tout équipement qui consomme de l'énergie. Ça peut être votre maison, ça peut être votre machine à laver, ça peut être votre région, ça peut être votre département, ça peut être voilà. Donc la problématique, parce que avant tout, il faut savoir pourquoi on fait ce sujet. Donc on a soulevé la problématique du développement des systèmes hybrides. D'un côté, nous avons les pays en voie de développement, et de l'autre, nous avons les pays développés ou émergents. Donc, au niveau des pays en voie de développement, tels que le Mali, nous avons juste besoin d'énergie pour relancer l'économie ou le développement socio-économique. Donc, à ce niveau-là, les énergies de proximité sont beaucoup plus intéressantes. C'est-à-dire, les énergies de proximité, c'est les systèmes hybrides qui mélangent photovoltaïque diesel ou photovoltaïque biomasse qui on produit localement sur place et on consomme sur place. C'est plus intéressant que, d'ailleurs c'est ce qu'on a essayé de montrer, que l'extension du réseau qu'on va prendre depuis le post-source, c'est-à-dire là où on fabrique par exemple la marmouée, au lieu de faire l'extension du réseau. Donc, et d'un autre côté, nous avons les pays développés ou émergents où la production personnelle, c'est-à-dire les gens sont devenus des consommateurs. Il faudrait que j'arrête carrément parce qu'on m'avait dit 30 minutes et je vous dis j'ai 12 diapos. Hein, donc donc voilà, je m'attendais pas à ça. Sauf si vous voulez que j'aille très vite, je vais même pas exposer mon sujet de thèse. Je vais dire par rapport au sujet par rapport au thème de la journée, je vais aller directement à ce qui est le plus intéressant. La thèse comme projet. Donc ceux qui veulent connaître ma thèse, ils me contactent et on peut discuter. Voilà. Voilà. Donc pourquoi une thèse? Donc il y a des motivations. Il y a certains, peut-être la plupart, en tout cas parce que j'ai vécu 1 an après mon master au Maroc, je suis parti aux Comores, j'ai fait 1 an. Et la plupart des gens, quand je parle de thèse et doctorat, je sens comme si ils veulent faire une thèse parce que c'est la mode, par exemple, ou parce qu'on va l'appeler docteur. Ça, c'est pas des bonnes motivations, moi je dirais. Voilà. Donc, il faut avoir les bonnes motivations. Et les bonnes motivations pour faire une thèse, il faut vouloir spécialiser ou approfondir un sujet. Qu'on est passionné de ce sujet-là et aussi qu'on est passionné par la recherche et l'innovation. Mais aussi pour le projet professionnel. Par exemple, vous voulez devenir professeur des universités. Sachant que les professeurs des universités,
quand on a son doctorat, on entre à l'université en tant que débutant, on est payé comme un prof au collège. Bon, ça c'est super important pour savoir. Au niveau salaire, ça commence à 1750. Voilà. Donc, il faut savoir que ça paye pas. Donc, à la base, si vous voulez... Oui. Bon, l'université de Lorraine ne donne pas des mentions. Depuis ça, ils ont voté une loi depuis l'année dernière, ils ne donnent pas des mentions. Donc, je ne sais pas, 3 ans de travail, voilà, bon. Ils ne donnent pas des mentions. Donc voilà, j'ai eu mon doctorat avec 9 membres de jury, ils ont été tous d'accord que j'ai eu le doctorat. Donc après, bon, je vais revenir à ma thèse et puis voilà. Je suis désolé, hein. Donc j'ai créé des modèles d'aide à la décision pour gérer justement les consommateurs producteurs. Par exemple, maintenant nous avons ici au niveau de la France ou des pays développés, il y a une production trop exponentielle au niveau des énergies renouvelables. Donc, il va falloir gérer le réseau pour qu'il n'y ait pas des saturations ou bien des coupures, des blackouts. Donc, j'ai d'un côté créé un modèle de gestion basé sur les régies. C'est ce qui était avant. C'est que c'est comme si maintenant nous avons les régions qui produisent de l'énergie et quand ils ont un surplus, ils l'envoient à ceux qui n'ont pas, qui sont en déficit d'énergie. D'un autre côté, j'ai créé des modèles d'aide à la décision pour aider les pays en voie de développement à savoir quel modèle on doit prendre en termes de système hybride pour avoir de l'énergie au niveau des villages ou bien au niveau des zones isolées. Voilà. Et donc les outils que j'ai utilisés, j'ai combiné des outils informatiques et des outils mathématiques. Donc les outils mathématiques, j'ai utilisé par exemple les réseaux de Petri. Les outils informatiques, j'ai utilisé MATLAB pour monter le modèle, ainsi que les données réelles, climatographie, les données météorologiques et les données réelles de la consommation et de la production des énergies au niveau des régions ou bien au niveau de la demande de l'énergie au niveau des villages. Donc nous avons expérimenté pour un village au Mali, au nord de Bamako, qui s'appelle Dioro, et aussi on a pris en compte aussi pour le modèle de gestion dans les pays développés, nous avons pris 3 régions qui sont PACA, Champagne-Ardenne et Lorraine. Voilà. Et donc les résultats, il faudrait que je finisse directement. Les résultats, on a trouvé que le système hybride pour les systèmes isolés est plus favorable au niveau des pays sous-développés. Et notre système de gestion, il nous a donné plus d'avantages économiquement au niveau des régions, au niveau des pays développés. Merci. Voilà. Merci, monsieur Mladjao Alanfaf. Et donc, pour essayer de résumer très rapidement ce qu'il a fait, je pense qu'il nous a fait la distinction entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Et je pense que sa recherche a porté sur les énergies renouvelables, notamment sur l'éolienne et sur la photovoltaïque. Et donc, il a essayé de nous montrer la distinction entre les pays développés et les pays en voie de développement, quels sont les mécanismes qu'on essaie de mettre en place pour avoir justement le maximum d'énergie pour pouvoir produire tout ça. Et il nous a parlé de l'énergie comme étant un facteur de développement de l'économie. Bon, merci beaucoup. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à monsieur Nasser Ali Djambaye qui va nous présenter son projet de thèse sur le droit de la santé, le cas de Mayotte. Mon travail de recherche consiste à expliquer les dispositifs d'accompagnement social à Mayotte. Nous savons tous la situation qui se passe dans nos îles, l'archipel des Comores. Mayotte fait partie des Comores. Mayotte fait partie de la France. C'est un département d'outre-mer français via une note ou bien une loi qui a été publiée en 2011 qui est devenue un département d'outre-mer français. En 2014, l'Union européenne a accepté que Mayotte devienne une région ultra-périphérique de l'Union européenne. Cela veut dire que Mayotte va bénéficier des dispositifs
d'accompagnement social de l'Union européenne. Ce qui fait aussi que Mayotte, les normes de l'Union européenne, les normes privées et dérivées vont s'appliquer à Mayotte. Malgré cela, la politique locale qui s'applique à Mayotte fait que Mayotte est devenu un territoire dérogatoire ou bien un territoire d'exception. Donc l'objectif de ma recherche, c'est de chercher surtout des solutions juridiques, étant donné que je fais des études en droit, c'est de chercher des solutions juridiques pour accompagner les personnes évacuées à Mayotte. Vous savez tous qu'il y a beaucoup de Comoriens qui sont évacués à Mayotte. Ce sont les patients que je parle, ce n'est pas les immigrés en situation irrégulière comme on parle, mais ce sont des évacués sanitaires. Donc c'est l'objectif de ma recherche. Donc je vais aller plus vite. J'avais préparé des diapos, mais vu qu'on a le temps, donc je vais aller plus vite. Avec le diapo... Bon. Premièrement, j'ai commencé à faire des recherches sur le système de protection sociale maoré. Puisqu'il fallait faire une étude comparée entre la situation mahoraise et la situation métropolitaine. Voir pourquoi les lois nationaux ne s'appliquent pas à Mayotte. Étant donné que c'est un territoire français, il y a un principe juridique qui se pose. Dura lex, lex. La loi, c'est la loi, même si elle est plus dure, mais elle doit s'appliquer. On constate qu'à Mayotte, c'est un territoire d'exception. Tous les normes nationaux, toutes les normes métropolitaines qui s'appliquent dans le territoire métropolitain ne s'appliquent pas à Mayotte. Notamment les dispositifs d'accompagnement social, c'est le cas surtout de ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, la couverture médicale universelle que vous savez tous, la semi-complémentaire, l'AXA, c'est-à-dire l'aide complémentaire santé. Ces dispositifs ne s'appliquent pas à Mayotte, mais des dispositifs spéciaux qui sont à Mayotte. C'est le cas de ce qu'on appelle le bon HD, les bons roses et la convention Evazan. Donc, dans mes recherches, je me suis posé la question, comment peut-on chercher une solution juridique pour aménager et faciliter l'accompagnement de ces personnes? Ma méthode est facile, c'est une méthode juridique, puisque nous, en droit, on a toujours une méthode de parties, grand A, grand B, petit 1, petit 2, petit A, petit B. Donc, on ne peut pas aller au-delà. Donc, on ne peut pas faire 3 parties ou 5 parties comme les autres, mais on n'a que 2 parties. Donc, j'ai étudié d'abord les bons rôles. Je vais aller plus vite puisqu'avec le diapo, donc vous observez les montants des frais sanitaires à Mayotte, surtout avec le scanner de 30 €. En métropole, depuis 2012, le gouvernement en place a supprimé les frais sanitaires de 30 € pour les immigrés en situation irrégulière. Une personne qui demande l'aide médicale d'État à l'heure actuelle ne paye pas les 30 €, c'est les frais. Mais s'il dépasse, c'est-à-dire si les frais sanitaires dépassent dans les 1500 €, c'est là où le patient sera pris en charge, mais il est tenu de payer les frais sanitaires. Il y a un médecin qui est là qui va nous confirmer tout cela. Et à Mayotte, le patient est obligé de payer les frais sanitaires. Donc voici une note circulaire qui a été publiée en 2005. Cette note, ce n'est pas une note conformément à une note juridique, mais c'est une lettre. Donc une lettre n'a pas de force juridique. Lorsqu'on parle d'une lettre, c'est juste une lettre qu'on a envoyée au directeur de l'hôpital. Du coup, comme on m'a dit, il y a le temps qui passe. Je vais passer directement pour dire que, pour ma part, j'ai trouvé une solution efficace, c'est de se pencher sur ce qu'on appelle le réseau SEGA qui s'applique au niveau régional. Le réseau SEGA, c'est basé sur la convention Evazan qui s'applique entre Mayotte et les Comores. C'est une convention signée entre la direction des établissements sanitaires privés et publics du ministère de la Santé de l'Union des Comores et du centre hospitalier de Mayotte. Cette convention permet de prendre en charge les évacués sanitaires, mais
c'est juste une partie, c'est juste le biais aller-retour de la personne évacuée. Donc moi, je me suis dit, pour trouver une solution, c'est une loi qui va s'appliquer, c'est une convention, c'est vrai, mais on va se pencher sur ce qu'on appelle une convention de protection sociale, c'est-à-dire au niveau de la région Océan Indien. J'ai observé ce réseau qui existe. Excusez-moi. Voilà le réseau que je parle. C'est ce réseau-là. Donc, c'est un réseau qui existe, qui s'appelle le réseau SEGA, qui réunit les Comores, Mayotte inclus, il y a Madagascar, La Réunion, Maurice, c'est-à-dire c'est tous les pays de l'océan Indien. Donc, je me suis dit que si on a une convention de protection sanitaire qui permettrait à une personne d'être évacuée à La Réunion facilement, cette personne, s'il n'est pas pris en charge à La Réunion, il pourrait être pris en charge à l'île Maurice. Mais il ne va pas payer des frais sanitaires. Donc la personne pourra être évacuée facilement sans payer des frais sanitaires. Donc maintenant, un Comorien qui est au Comores et qui tombe malade, s'il demande l'évacuation sanitaire, la personne pourra partir directement à Mayotte ou bien dans une autre île de l'océan Indien sans payer aucun frais sanitaire. Donc c'est d'abord passer par un traité. On ne peut pas parler de traité, étant donné que Mayotte, ce n'est pas un État, La Réunion, ce n'est pas un État, mais ce sont des départements d'outre-mer. D'où la solution, c'est d'un accord bilatéral entre les pays de l'océan Indien. Voilà l'objectif de ma recherche. Bon, merci Nasser Ali Djambaye avec la clarté de votre exposé. On l'aura compris, Mayotte constitue un territoire dérogatoire en fait. Les lois nationales ne sont pas appliquées à Mayotte et ce qui fait que cette situation vous a interpellé et vous a permis justement de vous y atteler et d'essayer de proposer des solutions, notamment juridiques, pour essayer de résoudre le problème. Et donc, je pense que c'est tout à fait édifiant ce que vous avez essayé de nous exposer. Je signale que pour tous ceux qui sont intéressés par ces travaux, vous pourrez contacter directement les doctorants ou les docteurs pour essayer d'avoir amplement des informations si des aspects de leur présentation vous intéressent. Donc cela dit, je vais passer la parole à présent à Monsieur Johar, qui est docteur en linguistique et qui va essayer de nous édifier sur la langue comorienne. Bonsoir. Tout d'abord, désolé parce qu'en fait, je n'ai pas réussi à trouver le fichier. Bon, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je me suis trouvé dans l'obligation de vous expliquer en peu de mots, rapidement, mon travail sur la langue comorienne. Bon, j'ai finalisé une thèse il y a à peine 2 ans et quelques mois sur la langue comorienne. Le sujet s'intitule, la thèse s'intitule, les séquences figées, approche contrastive franco-comorienne, les séquences figées à caractère adjectival. Bon, voilà, c'est le sujet de ma thèse. Bon, c'est un travail d'abord qui s'inscrit dans le cadre du traitement automatique des langues. Et il se réalise autour de plusieurs aspects syntaxiques, notamment la particularité de la langue comorienne. Bon, c'est une langue agglutinante, c'est-à-dire toutes les lettres se collent. Donc c'est une langue aussi qui n'a pas de genre féminin en masculin. Donc c'est une langue également qui c'est une langue aussi qui se différencie qui se ressemble à la langue française dans le cadre de dans la phrase, c'est-à-dire la structure de la phrase française et la structure de la phrase comorienne, de la langue comorienne se ressemblent. Quand je dis par exemple Ali va à l'école, donc on peut traduire Ali, Gwendo, Shioni. Donc là, on voit qu'il y a quand même une ressemblance. Par contre, la différence s'observe au niveau de la agglutination, donc au niveau des genres féminin et masculin. Voilà. Et moi, mon travail, c'était quoi exactement? Je travaillais sur les adjectifs complexes. Les adjectifs complexes, ce sont des séquences qui se construisent à partir d'un verbe d'état suivi d'une préposition et un nom. C'est-à-dire, bon, je peux vous donner un exemple en français. Il est en vacances, donc il y a déjà l'auxiliaire être et il y a la préposition en et vacances est un nom. Donc là, c'est un adjectif complexe
Donc, j'ai essayé de trouver un équivalent, c'est-à-dire une séquence équivalente. Donc, par exemple, Ali nge harima tomaya, Ali nge swalani. Donc, on a deux séquences en comorien. Ali nge swalani, donc Ali nge et swalani, donc il y a le mot swala, il y a le ni. Le ni, c'est une particule, mais ce n'est pas une préposition. Parce qu'une préposition, c'est un mot qui se place avant le nom. Donc, il y a également une séquence qui s'est construite à partir de harima plus nom. Par exemple, Ali nge harima tabu. Donc, il y a Ali, il y a le nge, il y a le harima, la préposition, et tabu, le nom. Donc là, c'est une séquence. Donc, c'est une séquence qui est à la fois figée et aussi libre. Pourquoi figée? Donc, une séquence figée, c'est une séquence dont le sens n'est pas transparente. Le sens est opaque. Le sens de la séquence est opaque. Pourquoi? Quand je dis, par exemple, il est aux anges, il est au parfum. Ce sont des expressions figées en français. Il est aux anges, il est au parfum. Donc, ce sont des expressions. Si on essaye de trouver des équivalents en comorien, on dit Geharima Harara, Geharima Ranarenga, Yentingyo Ibilibiliju. Donc, ce sont des séquences également équivalentes de séquences figées en français. Donc, voilà le premier aspect qui constitue la première partie de ma thèse. Il y a également la typologie de la grammaire comorienne. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, c'est une langue à classe nominale. C'est-à-dire, il y a les classes 1, la classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 1, ainsi de suite. Donc, et cette classe nominale, bon, par exemple, la première classe, par exemple, moine. Donc, chaque classe, donc, il y a déjà le singulier et la deuxième classe, c'est le pluriel. Exemple, moine. Donc, le pluriel de moine, wana. Donc, voilà. Donc, c'est déjà une première classe la première classe de la langue comore. Donc, c'est une langue à classe nominale. Voilà. Bon, c'est pour vous dire aujourd'hui que cette langue, elle est belle, elle a sa grammaire, elle a son orthographe, elle a également sa conjugaison. Donc, elle s'apprête à être enseignée et étudiée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Johar. Avec la clarté de votre intervention, vous avez essayé de nous montrer que la langue est un élément de l'identité nationale et que la langue comorienne est en phase justement d'être une langue enseignée, écrite et qui y aura des règles grammaticales. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur Moustakim qui va nous faire son exposé sur sa thèse qui porte sur l'archéologie. Merci, Monsieur Moustakim. Merci, bonsoir. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer on va faire des résumés en fait. Je vais vous présenter quelques résultats de ma thèse qui est en cours sur le peuplement de la Grande Comore. Je travaille en fait sur le peuplement de la Grande Comore jusqu'au XVe siècle. Parce que depuis notre enfance, depuis la période de nos grands-pères, depuis nos arriérés, on était toujours dit que les Comores sont des peuples arabes. Donc on n'est pas des Bantous. Les Comores se repeuplés depuis le 9e siècle. C'est la période des Bénis. Donc je vais essayer de faire des résumés par rapport au diapo pour essayer d'amener ma contribution. Comme ça montre sur le diapo, ma thèse s'intitule « Recherche archéologique sur le peuplement de la Grande Comore jusqu'au XVe siècle ». Je essaie de montrer les routes migratoires utilisées depuis l'Antiquité. C'est une carte élaborée par des marchands chinois qui passaient aussi dans l'océan Indien. Vous pouvez aussi regarder les directions. Donc, comme le temps ne nous permet pas, je ne vais pas tarder là-dessus. Pour le débat ou le fond de ma thèse, ça commence là, puisque depuis 2008, la tendance a changé. Maintenant, on a fait deux périodes de l'archéologie des Comores. Période pré-2006 et post-2006. Donc là, je vais vous parler de la période post-2006,
puisque la période après 2006, celle qui montre les résultats, montrait que les Comores seraient peuplées par des Arabes à partir du 9e siècle. C'est la phase d'Embéni. Donc, en considération des anciens résultats ou des premiers résultats, le CNDRS continue de montrer que les Comores seraient peuplées du 8e, malgré les vestiges que je vais vous montrer tout de suite. Donc, on parle de période d'Embéni. On parle de période d'Embéni parce que c'est un site éponyme retrouvé à Mayotte depuis 84. Mais si je me rappelle bien, il y a 4 à 5 phases déterminées depuis 1976 par une équipe américaine qui donnait des phases de peuplement des Comores par rapport à reconnaissance archéologique effectuée sur Mayotte. Et si vous verrez bien dans la thèse de Claude Alibert, même la période d'Embéni ne fait pas partie des premières phases déterminées. Mais suite à 84, par rapport à l'étendue de recherche sur les autres îles, donc ils ont changé la première période de peuplement, ils ont appelé phase d'Embéni. Donc je fais une diapo par rapport au résultat de Claude Alibert, excusez-moi, d'Henri Wright 1984, et aussi une photo des poteries utilisées pour appeler la phase d'Embéni. Donc je fais une comparaison juste des motifs sur les poteries pour montrer que c'est les mêmes motifs avec une petite variabilité, mais ça date différemment, puisque en Afrique de l'Est, c'est ce qui est à droite, ça date du 6e jusqu'au 9e, et paradoxalement, les mêmes qu'on trouve aux Comores, ça date du 9e. Au moment où ça arrête dans l'autre stratigraphie, ça a commencé aux Comores. Pourquoi? On ne sait pas encore. Je montre aussi le site le site de Malais sur lequel je travaille, et aussi une de la grotte de Malais qu'on a fouillée en 2008. Donc, on peut pas, dans ce site, il y a beaucoup de richesses historiques et archéologiques, mais on peut pas travailler quand il y a la marée haute. Donc, l'eau doit se retirer pour pouvoir travailler. Parfois, l'eau nous surprend. C'est le livre de Félix Chamy qui a publié les résultats qu'on a trouvés depuis 2008 sur les Comores, qui a commencé à changer pour montrer que les Comores seraient peuplées depuis la période de la pierre taillée, en fait. Donc il y a aussi les poteries du début du fer qui étaient retrouvées Comores. Il y a aussi des diapos qui montrent que le site de Malais était peuplé par des gens qui étaient sédentaires par rapport à ce qu'on dit que les premiers peuplements des Comores ne savaient pas des choses pareilles. Il y a aussi un livre publié en 2011 dans lequel on trouve aussi des vestiges de la pierre taillée. Il y a aussi sur la grotte de Panda où on a trouvé certains vestiges. Ils sont là, ceux qui veulent aussi les toucher, ce sont des pierres taillées sans doute on les a aussi retrouvées. On peut même faire passer aux gens de voir cette richesse historique. Tu peux même faire circuler sur. Il y a aussi des éclats qui ont été retrouvés sur le même. Il y a la quartz, c'est aussi une matière provenant d'autres pays que les Comores. Ça a été retrouvé aussi à Malais. Ça a été retrouvé à Malais. Désolé, avec faute de temps, je peux pas être très démonstratif. Peut-être on va faire que des commentaires, mais il n'y a pas un moment de faire des argumentations. Des mêmes motifs aussi qu'on les trouve en abondance sur les sites de la Grande Comore au sud et aussi au nord. Il y a des poteries aussi qui montrent bien que les gens qui étaient dans ce site, ils faisaient des perles. Vous pouvez regarder les stries. C'est là qu'est là où ils brasaient les perles. Il y a des bitumes, des poteries en provenance du Moyen-Orient qui ont été aussi retrouvées. Je fais une comparaison par rapport à une poterie qui se trouve au milieu,
C'est une poterie qui a été chargée dans un bateau pour aller à Oman. Même il y a décembre dernier, il y avait une conférence. Donc ces poteries-là, le bateau n'a pas pu aller à Oman, ça a été abîmé en mer, mais on trouve maintenant des poteries chargées dans ce bateau aux Comores. Par rapport aussi aux mosquées, il y a des mosquées mythiques, la mosquée de Malé, qui est là, qui était bien construite par des êtres humains, mais pas par des djinns. Donc, il y a aussi le mosquée de Bangwakouni, mosquée de Chiunda, ça a été bien construite par des êtres humains. J'assume. Je vais aussi parler aussi de la mosquée de Nsaweni, qu'on a retrouvée, on l'a exhumée depuis 2010, qui serait la première mosquée construite en Afrique de l'Est. Il y a aussi la mosquée c'est dans la région de Hamamé qu'on a trouvé ça. Toujours là, mosquée de Chindini. Pour la nourriture, vous pouvez regarder, il y a la tortue et d'autres choses. Il y a aussi des ossements qui seraient du porc. On l'a trouvé à Malé, donc on mangeait bien du porc. Il y a la trace de découpe sur les os. Ça, c'est le plus important. Il y a aussi les vestiges ici. Sont des scories, c'est-à-dire sont des restes de fer. Les gens qui habitaient à Malé produisaient du fer. Ça, c'est certainement sûr. Produisaient du fer, c'est le reste. Ouais. Donc, il y a aussi ces traces qu'on utilise, qu'on était bien esclavés, qu'on trouve aussi à la Grande Comore. Des pratiques funéraires, on a observé des tombeaux, puis on a fouillé pour voir comment les gens étaient enterrés. Bien sûr, il y en a qui montrent bien que les Comores n'étaient pas premièrement habités par des musulmans, mais les Comores seraient habités depuis les périodes préhistoriques à nos jours. Merci. Merci Moustakim. Merci beaucoup. Ça a été très édifiant votre présentation. Vous avez essayé à travers votre présentation de nous montrer qu'il y avait une organisation sociale, une organisation économique qui existe aux Comores depuis le début du peuplement. Nous vous en remercions. Nous arrivons au terme de notre journée. Nous remercions tout le public. Et avant de terminer, je pense que nous allons passer par quelques questions. Il nous reste à peu près 10 minutes, donc je vais donner à peu près 2 minutes à chaque intervenant pour poser sa question. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur Amir Youssouf qui souhaiterait peut-être poser une question à Nasser. Bonjour tout le monde. Monsieur Nasser, en dehors de votre cible de travaux de recherche, j'aimerais bien orienter un petit peu votre vision sur la protection des employés de notre pays qui travaillent dans des conditions très difficiles, très opaques et très insupportables. En matière de santé publique, on trouve qu'il y a pas mal d'activités qui sont exercées difficilement à les y voir. Par exemple, le service de manutention manuelle, les maçonneries, il y a des domaines qui vraiment sont très, très difficiles. J'aimerais bien que vous ayez une idée sur votre apport dans l'arsenal juridique de notre pays pour protéger ces ouvriers qui travaillent dans des conditions très difficiles pour qu'ils aient le droit à protéger leur santé. Merci. Merci beaucoup. Cette question de protection sociale, surtout, c'est ce qu'on appelle l'assurance maladie. Il faut savoir qu'au Comores, il n'existe pas de système de protection sociale, sauf les militaires, à l'exception des militaires qui ont la santé militaire, donc une forme d'assurance maladie pour les militaires. Dans mes recherches, ce n'est pas l'objectif de mes recherches, puisque mes recherches, c'est l'évacuation sanitaire. Mais étant jeune juriste, qu'on peut dire, étudiant en droit, juriste, bien sûr, je peux dire qu'il faut surtout se pencher sur ce qu'on appelle la mutualité, mutuelle santé. Il y a un projet qui est lancé par le PASCO, un projet intitulé PASCO, c'est-à-dire Programme Santé aux Comores, qui a été initié par l'Agence française de développement. Donc ce projet, depuis 2012, a permis à ce qu'il y ait une mutuelle de santé dans les régions.
Donc ça pourrait permettre dans le secteur privé de demander auprès de l'OPACO de créer une mutuelle pour les milieux privés. Merci. Je passe aussi la parole pour une question de contribution, je ne sais pas, à Fahad Nour. Salam alaikum. Ma question s'adresse à M. Anfar, c'est bien ça? D'accord. Je m'aimerais bien comprendre un petit peu, parce que... Je vais vous mettre là. Ah d'accord, ok, merci. Je me présente. Rapidement, je m'appelle Fahad Nour, je suis doctorant en sciences de l'éducation. La question, c'était de savoir en quoi votre projet de recherche peut contribuer pour le développement du pays, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, au Comores, on a besoin vraiment de l'énergie. Merci. Je ne peux pas reposer 47 000 fois, merci. Ouais, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai créé des modèles d'aide à la décision pour les systèmes, que ce soit pour les pays développés par rapport à la gestion de l'énergie, et que ce soit pour l'alimentation en énergie dans les pays sous-développés. Donc, à partir de ces modèles-là, on pourrait sortir le modèle adapté au pays par rapport à nos régions. Par exemple, maintenant, l'extension du réseau, il est vétuste déjà notre réseau, donc on a beaucoup de pertes au niveau du réseau. On pourrait penser à la production de l'énergie localement dans les régions. Par exemple, une mutualisation, par exemple, je vais prendre l'exemple de ma région natale, qui est le Sembenois. Sembenois, c'est une sous-région de Mitsameoli, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on peut faire une mutualisation de Wela, Koua, Ouzio, Batsa et Bangwa pour avoir, il n'y a pas beaucoup de demandes en énergie. J'ai déjà fait un modèle dessus. Donc, on pourrait mutualiser les 4 villages pour faire une petite centrale hybride entre photovoltaïque et diesel pour alimenter tout le village, tous les villages. Voilà. Merci. Merci. Oui, prochain intervenant, c'est Monsieur Oussam Ankili. Merci. Moi, je voulais juste faire peut-être un petit tacle aux organisateurs. Vous avez mal estimé le temps et c'est frustrant et pour les intervenants et pour nous. Mais bon, il fallait commencer quelque part. Donc, l'idée était brillante, mais bon. Bref. Sinon, pour vous les intervenants, j'aimerais bien, peut-être pas vous tous, mais certains, s'ils pouvaient nous éclairer un peu à peu près sur quoi vous appuyez pour réaliser vos travaux, parce que on voit que voilà, vous avez une hypothèse, vous la soulevez, vous allez jusqu'au bout, mais on ne sait pas sur quelle source en fait ou sur quelle méthodologie vous êtes inspiré pour réaliser vos travaux. Et pour nous qui sommes un peu intéressés à la recherche, on aimerait bien savoir à peu près comment vous vous débrouillez pour aller au bout. Donc c'est ce que je voulais dire dans la deuxième partie de mon exposé, c'est la thèse comme un projet. Donc avant de se lancer déjà, il va falloir que c'est comme un projet. Donc on se demande 4 questions. Est-ce que ça en vaut la peine? Quels sont les efforts que vous allez donner? Et jusqu'à la 4e question, comment je vais faire et où est-ce que je vais trouver le financement et avec qui je vais travailler? Donc c'est des étapes où on ne se lance pas en thèse comme ça. Donc il y a des étapes et à un moment donné, peut-être c'est un projet que peut-être on peut pas par rapport à l'évaluation de ces 4 questions, c'est juste 4 questions qu'on développe. C'est l'étude de faisabilité qu'on fait dans les autres projets. Donc c'est presque pareil. C'est un projet de 3 ans que vous serez le chef de projet. Voilà. Pendant la thèse, vous allez faire une veille comme un projet, mais si on expose, c'est ce que je voulais faire en deuxième partie, mais bon, il n'y avait pas le Je vais parler d'une manière générale en droit. Le droit, c'est des lois. Donc, lorsqu'on fait des recherches en droit, d'abord, on se réfère sur tout ce qui a été écrit. Il y a plusieurs sources du droit. Les lois, d'abord. La jurisprudence, les doctrines, c'est-à-dire les idées des différents professeurs. Et après, aller sur le terrain. À Mayotte, moi, il y a des associations qui sont à Mayotte qui m'envoient leurs rapports. Donc, il y a l'université de Rouen, là où je suis. C'est l'université qui a créé le centre universitaire de Mayotte. Donc, ils envoient des chercheurs à Mayotte. Du coup, on est obligé d'aller sur le terrain pour faire des enquêtes de terrain, poser des questions et après chercher les différents rapports des différentes associations
pour faire la différence entre ce qui est réel et tout ce qui est appliqué par le droit. Du coup, on peut proposer une solution juridique. La solution juridique peut être acceptée et ça sera proposé au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée. Après, c'est une loi qui sera adoptée, promulguée, respectée un jour franc pour être acceptée. C'est possible que ça ne soit pas accepté, mais ça deviendra un projet de loi. Donc, c'est ça. Merci. Bon, la langue comorienne, c'est une langue qui n'est pas sortie de son statut oral. Donc, c'est une langue peu écrite. Donc, j'ai travaillé sur un thème qui m'a obligé de constituer personnellement mon corpus. Pourquoi? Parce que c'est un thème qui n'a jamais fait l'objet d'études dans le milieu linguistique comorien. Voilà, donc j'ai constitué un corpus en recensant, par exemple, des séquences ANI, de séquences introduites par Harimois et des séquences introduites par Ama, donc pour élaborer, pour finaliser, donc pour rédiger d'abord la rédaction de ma thèse. Donc voilà, donc, et je me suis inspiré également des travaux de recherche déjà effectués en France, des travaux de Maurice Gross et de Gaston Gross, pour pouvoir aussi redémarrer. Voilà. Après avoir pris conscience de la caricature faite sur l'histoire des Comores, donc j'ai décidé de travailler sur les Comores, notamment sur le peuplement, pour avoir des preuves matérielles tangibles permettant de comprendre comment les Comores étaient peuplées à travers les périodes. Merci. Merci. Dernière intervention, Monsieur Swali Abdou. Bonsoir, je me présente, Swali Abdou, doctorant en sciences de l'environnement. Donc j'ai une question à Nasser concernant l'objectif global et la problématique dont il a parlé au départ et la solution qu'il a jugée pertinente, qui est la convention. Est-ce que vraiment par rapport à la problématique, ce que j'avais compris était une étude comparative en termes d'accès aux soins entre les Mahorais et la France métropolitaine, a été vraiment soulevée du point de vue arriver à une convention régionale entre les îles de l'océan Indien? Merci. Parler de Mayotte, il faut surtout savoir que la loi qui s'applique à Mayotte, c'est une loi française. On a tendance à dire que Mayotte est comorienne. C'est vrai. Au niveau historique, au niveau des faits réels, au niveau de la société. Mais les lois qui s'appliquent actuellement à Mayotte, ce sont des lois françaises. Je ne peux pas faire des recherches pour dire, voilà, la loi comorienne va s'appliquer à Mayotte. Non. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie dualiste. En matière de traité international, il y a deux théories qui s'appliquent, la théorie unioniste ou bien la théorie dualiste. Moi, je me suis référé sur la théorie dualiste pour dire que si nous voulons un accord de partenariat pour lutter la gestion des flux migratoires des patients qui se rendent à Mayotte en voie de Kwassa, il faut passer par un accord de partenariat entre les hôpitaux. Donc, je me suis dit, il faut proposer un traité, mais on ne va pas parler d'un traité étant donné que Mayotte n'est pas un État. La Réunion n'est pas un État, mais ce sont deux départements d'outre-mer français. Du coup, on doit parler d'un accord multilatéral entre les pays de l'océan Indien. Je me suis dit, il faut se référer sur le réseau SEGA, là j'arrive. Le réseau SEGA va nous permettre de signer cette convention ou bien cet accord de partenariat qui sera une loi qui va permettre aux Mahorais eux-mêmes d'accéder aux soins, étant donné que la loi sur la vie chère à Mayotte qui a été votée en 2011 à Mayotte et dans les autres départements d'outre-mer a fait que la situation est de plus en plus difficile pour les Mahorais. Il faut savoir qu'à Mayotte, il y a des Mahorais qui n'ont pas le droit d'accéder aux soins. Donc, pour les Comoriens aussi, ou bien pour la population de l'océan Indien, ça va leur permettre d'accéder aux soins à Mayotte. Je pense que j'ai trouvé... Voilà. C'est une proposition d'un traité, ce n'est pas une loi, c'est une proposition. Merci Nasser de la clarté de votre réponse. Nous sommes vraiment tenus par le temps. Je m'associe aux organisateurs de cette journée pour remercier tout le public ici présent et de dire à tout le public, s'il y a des étudiants qui sont intéressés par des travaux de recherche, de venir en tout cas se rapprocher des chercheurs pour avoir toutes les informations.
fier de toi. Quand la dunia me perd, j'ai besoin de toi. Je traverse le ciel, atterris sur toi, me cherche et me retrouve en toi. Tu es terre d'honneur et de foi, de respect de soi, devant ta richesse intérieure que voler ma ça. T'as la classe de nos pères, j'en suis égal à toi. T'as le charme de nos mères, on a pris beaucoup de toi. Rien d'extravagant, ta pauvreté, survie de toi. Indépendant, tes présidents étaient tués pour toi. On ne te partage pas et ça n'importe quel